Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle quotidienne du lundi 6 avril. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Pauline Minette, qui va nous présenter des trucs et astuces dans SolidWorks. Donc, Pauline, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, oui, donc Pauline Minette. Alors je suis, consultante et ingénieure en fait d'application chez Agisolutions depuis plusieurs années maintenant et donc aujourd'hui, effectivement le sujet que j'ai choisi pour la quotidienne, se porte en fait sur tout ce qui est trucs et astuces de SolidWorks. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Agi Solutions, où est-ce que vous êtes situé, etc., etc. Alors, donc Agisolutions qui est un intégrateur en fait depuis, plusieurs années maintenant, hein. Se comporte en fait de plusieurs agences régionales. Là, on peut voir effectivement la carte. Donc, principalement par historique, on est sur le Grand Est, et puis on commence à avoir des agences un petit peu partout en France au fur et à mesure des années. Voilà. Parfait. Et tu es chez Agi Solutions depuis combien de temps? Alors maintenant, ça va faire 6 ans. Ça commence, ça y est, 10 je ans. commence à prendre de la bouteille. 6 ans d'expérience sur SolidWorks pour nous parler des trucs et astuces, c'est parfait. Ah bah, Voilà. écoute, je pense qu'on peut commencer cette présentation. Il est 11 heures. Alors, je vais vous poser la question, enfin, toujours la même question, c'est est-ce que vous nous entendez? Donc, j'ai Monsieur Way qui te dit bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, on vous entend. Ok, parfait. Impeccable. Eh ben, je te laisse commencer ta présentation sur les trucs et astuces de SolidWorks. À tout à l'heure. Super, merci. Merci, Romain. Alors, donc effectivement, j'ai choisi en fait ce thème puisque je me dis que quand on utilise SolidWorks, on utilise pas mal de choses au quotidien qui sont souvent des astuces et des fonctionnalités pour nous aider en fait à utiliser l'interface et les fonctionnalités de SolidWorks. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ça va être donc différents sujets. J'ai prévu de vous présenter en fait des astuces sur tout ce qui est personnalisation et interface donc de SolidWorks. Ensuite, on verra aussi des sujets sur tout ce qui est astuces au niveau des esquisses. Et puis, on parlera aussi donc de petites choses rapides sur tout ce qui est fonctions et pièces, ainsi que les assemblages de SolidWorks. Alors là, je vais vous parler aussi des outils que moi j'utilise et que je trouve vraiment pratiques à l'utilisation, comme par exemple le pilote de contraintes ou tout ce qui est cacher, montrer les composants. Donc, je vais vous montrer en fait des petites choses qui peuvent vous aider au quotidien. Et puis, on terminera aussi sur quelques petits points aussi sur la mise en plan, des petites choses qui peuvent vous aider à améliorer en fait l'utilisation des mises en plan en fonction de vos créations de vues. Alors, à savoir, pour chaque thème, ce que je vous présente aujourd'hui, vous allez pouvoir en fait utiliser peu importe la version que vous allez avoir de SolidWorks. Que vous ayez en fait une SolidWorks standard, professionnelle ou premium, vous allez pouvoir du coup tout tester en fonction effectivement de votre utilisation quotidienne. Par contre, au niveau des versions, alors il y aura aussi des présentations sur des astuces en fait plus récentes, de 2020 par exemple. Je vais vous le mentionner. Je vais essayer de retracer en fait un historique en fonction des années et de ma mémoire bien sûr, sur l'apparition en fait de chaque fonction ou de chaque outil. Donc on va commencer. Je vais d'abord en fait vous parler en fait de tout ce qui est personnalisation et interface de SolidWorks, puisque je trouve ça assez important. C'est quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien, de manière en fait à nous aider à avoir une interface claire et simple pour travailler en fait nos projets, construire une esquisse, construire un assemblage, avoir à disposition les outils, éviter les allers-retours de la souris, rester vraiment concentré en fait sur l'espace graphique. Donc, pour la partie personnalisation et interface, on va voir ensemble, on va discuter un petit peu ensemble sur la gestionnaire de commandes, voir un petit peu comment elle se présente, comment on peut le personnaliser ou comment on peut l'agencer. On verra ensuite, et ça je pense que vous l'avez déjà vu ou déjà utilisé peut-être aussi, tout ce qui est mouvement de la souris et aussi tout ce qui est barre de raccourci avec la touche S. Alors je vais vous montrer un petit peu comment moi j'utilise. On parlera, et aussi je sais que Romain l'avait montré à plusieurs reprises, le fil d'Ariane, et le menu contextuel en fonction de notre sélection dans l'espace graphique. Et je vous parlerai aussi de la barre de recherche
commande que vous avez en haut à droite de votre interface. Alors, on va voir tout de suite ça en image. Donc, au niveau de l'interface de SolidWorks, je voulais vous parler en fait du gestionnaire de commandes que vous avez ici en haut, qui regroupe tout simplement les différents onglets en fonction des différents outils qu'on peut avoir. Par exemple, la tôlerie, tout ce qui est esquisse, fonction ou autre. Sachez que ce gestionnaire de commandes, on peut le changer de place. Il suffit tout simplement de rester cliqué sur le clic gauche de la souris, de glisser la fenêtre, et après on peut savoir le positionner en fait sur la gauche ou sur la droite, en fonction du besoin et de ce qu'on souhaite avoir en fait au niveau de notre interface. Par exemple, ici, je l'ai glissé sur ma droite. Je retrouve mes différents onglets aussi avec l'ensemble des outils. Ça, c'est possible. Moi, je le préfère l'avoir en haut de base et d'origine, donc je le laisse en haut. Alors, depuis 2020 aussi, on a changé en fait l'accès justement aux onglets, puisque peu importe où on clique, que ça soit sur l'onglet ou directement dans le gestionnaire de commandes, on va avoir le même menu. Donc, tout est concentré au même endroit. À partir de là, on peut sélectionner en fait les onglets qu'on souhaite afficher ou non. Donc là, typiquement, le but, c'est vraiment d'éclaircir en fait votre interface, de ne pas l'encombrer avec des onglets sur lesquels vous n'allez pas en fait utiliser au quotidien ou même régulièrement. Par exemple, ici, je sais que la simulation, j'utilise vraiment de temps en temps. Je sais que je peux du coup enlever mon onglet. Sachez aussi que vous pouvez créer votre propre onglet. Si je clique ici, au niveau en fait de l'ensemble des barres d'outils pour personnaliser, je vais pouvoir en fait regrouper tous les onglets qui sont disponibles. Et si je continue vers la fin, vous allez avoir nouvel onglet. Dans la partie nouvel onglet, vous allez pouvoir du coup intégrer vos propres outils qui vont vous permettre d'utiliser les fonctionnalités que vous utilisez au quotidien et l'avoir tout réuni au même niveau. Et là, vous pouvez effectivement aussi renommer en fait l'onglet et l'approprier au nom que vous souhaitez, tout simplement. En parlant justement de personnalisation, c'est-à-dire intégrer les fonctions et les outils à l'endroit où on souhaite, je vais vous parler de la recherche de commandes. Admettons, en fait, je cherche l'outil mesurer. Donc, la recherche de commande en haut à droite, je vais taper mesurer. Il me retrouve l'outil. Je me dis, tiens, je peux pouvoir l'activer tout de suite. Ou alors, lui demander, tiens, où se situe cet outil? Donc, je clique sur l'œil qui est juste à droite. Là, je ne touche plus à rien, ni clavier, ni souris. Il va me montrer où il est. Et là, je me dis, tiens, l'outil mesurer se situe dans la fenêtre évaluer, dans l'onglet évaluer. Si je souhaite l'avoir ailleurs, comment je peux faire? Sur le même procédé, par exemple, si je vais dans fonction ici, et je reprends en fait l'outil mesurer dans la barre de recherche de commande, je peux faire un glisser-déposer et le positionner directement en fait dans cet onglet. Donc je peux structurer effectivement comme je veux et même à partir de la barre de recherche de commande. Sinon, effectivement, vous pouvez aller directement dans personnalisation en faisant un clic droit et aller chercher en fait les commandes que vous souhaitez ici en faisant un glisser-déposer et les positionner dans chaque onglet là où vous souhaitez. Ou même les enlever si nécessaire, comme ici, par exemple. Vous pouvez même aussi, alors là je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai deux petites icônes supplémentaires, le cube de visualisation et Normal A directement dans ma barre d'affichage ici. Là, potentiellement, je peux ajouter par exemple l'outil mesuré directement puisque je sais que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Donc dans Outils, je vais venir chercher mon icône mesurée, je fais un glisser-déposer et je viens donc ajouter en fait cet outil directement ici. Donc voilà, le but ici, c'est vraiment de pouvoir personnaliser en fait votre interface, de l'agrémenter à votre besoin quotidien sans évidemment la surcharger. Ici, les onglets, on affiche vraiment, que ceux qu'on a besoin pour éviter vraiment la surcharge visuelle et que ce soit plus lisible. Alors, autre point que je voulais vous parler, du coup, c'est tout ce qui est personnalisation au niveau des barres de raccourcis et de la souris. Donc, je pense que certains d'entre vous l'utilisent. Donc, ça sera peut-être une piqûre de rappel pour certains ou peut-être une découverte pour d'autres. Pour ceux qui utilisent la barre de raccourcis ou pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, moi, je l'ai à partir de la touche S. Donc, ça veut dire que ici, si j'appuie sur la touche S, je fais apparaître ma barre de raccourcis.
À savoir que vous avez 4 barres de raccourcis différentes en fonction du contexte. C'est-à-dire, vous allez avoir une barre de raccourcis pour les esquisses, quand vous serez en mode esquisse, bien sûr, pour les pièces, pour les assemblages et les mises en plan. Donc, vous pouvez agrémenter, en fait, encore une fois, vos barres de raccourcis comme vous le souhaitez. Du même principe, on va avoir les mouvements de la souris. Alors, les mouvements de la souris s'affichent avec un clic droit long dans l'espace graphique. Je vais vous le faire ici, du coup. Dans laquelle en fait je fais un clic droit long et je viens bouger en fait ma souris. Et à partir de là, je vais avoir du coup directement à portée de main mes outils, mes fonctions et il suffit que je survole en fait dans l'encadré qui est activé pour pouvoir activer en fait mon outil. Alors, à savoir que pour ces mouvements de la souris, vous allez avoir encore une fois 4 contextes: l'esquisse, la pièce, l'assemblage et la mise en plan. Et là, du coup, vous allez pouvoir agrémenter comme vous souhaitez, même principe que les barres de raccourcis. Alors, ma petite touche personnelle, c'est qu'ici en bas à droite, pour chaque contexte, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis tout simplement l'accès à ma barre de raccourcis. C'est parce que tout simplement, je suis un peu une feignasse. Je me dis que moi, le clavier, j'évite encore plus. Donc, ce qui veut dire que quand je suis dans l'espace graphique, j'affiche la souris et hop, en bas à droite, je vais avoir encore directement ma barre de raccourcis sans passer par la touche S. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez du coup utiliser. Alors, j'avais aussi mentionné du coup le fil d'Ariane qui permet en fait, en fonction de votre sélection et du contexte dans lequel vous travaillez, avoir un historique de conception. Par exemple, ici, sur la gauche, j'ai mon arbre, mon historique de conception. Si je sélectionne du coup quelque chose dans l'espace graphique, au niveau de la conception, vous allez avoir en fait le fil d'Ariane qui s'affiche. Le fil d'Ariane, qui représente du coup l'historique de conception, affiche en premier lieu ce que je viens de sélectionner, c'est-à-dire la face. Je vais avoir ensuite la face, la fonction, puisque la face appartient à une fonction, puis le corps, la pièce, et ça pourrait être aussi un sous-assemblage et un assemblage. Et en fonction de chaque sélection, directement, je peux avoir à portée de main les contraintes ou les références géométriques. Mais ce que vous pouvez avoir aussi, ce sont ces petites fenêtres contextuelles, le menu contextuel, qui s'affichent en fonction de votre sélection. Alors, sachez que ces menus, en fait, sont aussi personnalisables. Puisque là, vous pouvez voir que moi, j'en ai ajouté quelques-unes, du coup, qui viennent s'afficher en fonction de ma sélection, la symétrie, par exemple, ou supprimer ou déplacer la face. Donc ici, en fait, pour personnaliser, je peux le faire directement à portée de main, c'est-à-dire que je clique dessus, clic droit, personnaliser, et je viens ajouter ce que je veux. En plus de ça, vous avez quand même une sélection intelligente, c'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai pas en fait la partie segment, cet outil segment qui vient s'afficher quand j'ai sélectionné la surface, puisque c'est un outil d'esquisse. Donc il va sélectionner les possibilités en fonction du contexte au niveau de l'affichage. Donc ça aussi, c'est super pratique. Alors, je reviens en arrière. Donc là, hop, normal à cette esquisse. Je voulais vous montrer quoi d'autre. Je reviens sur mon PowerPoint. Ah oui, alors juste une petite chose aussi pour la barre de commande. Sachez que si soit vous cliquez en fait directement dessus, ou soit peu importe où vous êtes dans l'espace graphique, si vous touchez sur la touche W, directement il va vous activer en fait la barre de commande. Ça aussi c'est une petite astuce du coup. Toujours dans la partie personnalisation interface, je vais vous montrer aussi d'autres petites choses comme la structure des dossiers. C'est-à-dire si on souhaite éclaircir aussi notre arbre de construction, on va pouvoir cacher en fait certains dossiers qu'on n'utilise pas, histoire de ne pas surcharger encore une fois l'arbre de construction. Ensuite, on va parler des options pour renommer les éléments de l'arbre, que ça soit des fonctions ou des pièces, ou même des assemblages. Comment aussi on peut créer du coup une vue supplémentaire spécifique au sein de notre projet et comment on peut réaliser aussi une capture d'écran.
Alors au niveau des dossiers, sur votre gauche ici, au niveau de l'arbre de construction, effectivement, vous pouvez voir que j'ai un dossier historique, un dossier capteur, un dossier annotation. Parfois, on se retrouve, je ne sais pas si c'est votre cas en tout cas, avec plusieurs dossiers encombrants, on ne sait pas à quoi ils servent, il y en a trop. On aimerait effectivement de pouvoir les cacher ou ne pas les utiliser ou effectivement qu'ils soient affichés que quand c'est utile. Donc en fait, si vous allez dans les options de SolidWorks ici, vous allez pouvoir aller dans le Feature Manager ici, et vous allez avoir en fait l'ensemble des dossiers inscrits, dans lequel vous allez pouvoir les positionner sur montrer automatique ou caché. Le but étant principalement que si c'est sur automatique, ça veut dire que si vous avez un corps volumique, le dossier va s'afficher. Donc, ça ne sert à rien de mettre sur montrer si vous n'avez pas de corps volumique. Ça permet effectivement de alléger au maximum. Par exemple, annotation, si j'ai pas d'annotation, ça ne sert à rien de le mettre tout le temps sur montrer. Donc là, vous allez pouvoir du coup spécifier ce que vous souhaitez afficher en automatique ou même cacher si vous n'en avez pas besoin. Du même principe, je peux voir une option que j'ai ici qui s'appelle modifier le nom par double clic. Qu'est-ce que représente en fait cette option? Ça permet en fait par simple clic lent de modifier en fait les éléments de l'arbre, attribuer les noms qu'on souhaite. Par exemple ici, je vais mettre plan. Et du coup, changer soit la fonction, ou même ça aurait pu être le nom d'une pièce, directement par double clic lent. Alors, attention, si vous ne le souhaitez pas, effectivement, vous pouvez désactiver cette option. Ou alors, si vous la désactivez, vous pouvez aussi passer, pour le renommer, c'est possible, par un clic droit et renommer en fait l'élément de l'arbre. Ça aussi, du coup, c'est possible. Alors, je voulais parler de capturer, faire une capture d'écran en fait directement de l'espace graphique de SolidWorks. Alors parfois, pour communiquer à des clients ou en interne, on fait des captures d'écran et on passe par Paint. Franchement, moi, c'est souvent mon cas, j'avoue. Ou alors, on peut aussi utiliser d'autres applications. Alors, aujourd'hui, vous pouvez du coup déjà dans un premier temps créer une orientation de vue et après, du coup, on fera la capture d'écran ensemble. Et donc, pour créer une vue supplémentaire, dans la barre d'affichage ici, quand vous cliquez à ce niveau-là, vous allez avoir en fait tout ce qui est cube de visualisation qui vous permet en fait d'avoir un sélecteur d'affichage. Le sélecteur d'affichage, là je l'ai désactivé, mais si j'active, il représente en fait un cube où dès l'instant que je vais survoler en fait certaines faces, je vais avoir en fait une visualisation de ma pièce. Alors là, j'ai pas pris le bon exemple puisque c'est une esquisse, mais vous avez compris le principe. Et pour le réafficher, vous avez aussi la barre de raccourci espace. Donc là, hop, je désactive. Et par exemple, ici, si je positionne en fait mon plan dans cet angle, je me dis bah tiens, cet angle il me plaît bien. Comment je peux enregistrer cette vue et l'utiliser régulièrement? Donc si je retourne ici, en fait, vous allez avoir un petit icône qui permet de créer une nouvelle vue. Donc je la sélectionne, j'indique le nom que je souhaite, je vais mettre perspective 1 par exemple, on va mettre P1, OK. Et donc je vais pouvoir la retrouver ici à tout moment. Ce qui veut dire qu'après, peu importe comment je vais réorienter ma vue dans l'espace graphique, si je reviens sélectionner cette vue P1, hop, il me repositionne le même zoom et la même orientation directement. Et là, si je veux faire une capture d'écran, au lieu de faire imprimer écran, passer par peine et de rogner ou télécharger une application tierce, vous pouvez le faire directement dans SolidWorks. Donc en haut à droite, dans la barre de recherche commande, je l'utilise du coup une nouvelle fois, je tape capture. J'ai ici capture d'image. Où se situe-t-il? Je clique sur l'œil. Il va me montrer où je peux avoir la capture d'image. Je l'ai ici. Et là, vous pouvez voir que j'ai un raccourci qui est CTRL-I. Donc si je fais CTRL-I, qu'est-ce qui se passe? Je fais une capture, mais pas de l'interface complète. C'est-à-dire, j'ai juste l'espace graphique. C'est-à-dire que si je vais dans Word, à ce niveau-là, je fais un CTRL-V, je vais avoir en fait la capture que graphique de SolidWorks, donc de l'espace graphique qui représente ma pièce, mon plan ou peu importe, directement à portée de main. Une petite astuce effectivement pour faire des captures d'écran rapidement. Voilà.
Alors, donc, on a vu ces différents points, ces différentes astuces. Pour terminer, je vais vous parler de 2 sujets du coup. Déjà, je vais vous parler en fait, de l'écran d'accueil, notamment des documents récents dans SolidWorks. Et puis bien sûr, maintenant qu'on a configuré en fait notre interface, comment on peut sauvegarder les paramètres de manière à avoir un fichier que je peux retransmettre à un collègue, par exemple, qui puisse avoir les mêmes paramètres, ou tout simplement de faire une sauvegarde le jour où je change de PC ou de station, effectivement, pour récupérer l'ensemble de ces paramètres. Donc quand vous êtes dans SolidWorks, ici souvent, on va au démarrage avoir une fenêtre. Alors, je vais mettre en petit ça. Alors, donc souvent quand on démarre SolidWorks, effectivement, on a un écran d'accueil. Cet écran d'accueil que vous devez connaître. Cet écran d'accueil, on peut le revoir effectivement quand on clique en haut à gauche sur la petite maison. Ou alors, quand on est sur le fond de SolidWorks ici, faire un double clic et on fait réapparaître de nouveau cet écran d'accueil. Qu'est-ce que comporte cet écran d'accueil? On va avoir différents onglets. Le premier qui représente l'accueil permet d'avoir des accès directs au niveau des ressources, forum, portail client de SolidWorks, d'avoir les derniers documents récents, ici aussi d'ailleurs, et les dossiers. La possibilité de directement créer un nouveau fichier, pièce, assemblage ou mise en plan, même avancé, c'est-à-dire qu'ici on va retrouver en fait nos différents modèles de documents. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Vous pouvez créer des modèles de documents avec déjà des pièces intégrées, permettant ainsi de du coup modifier plus rapidement en fait vos fichiers si vous faites des pièces quotidiennes plus ou moins similaires. Par exemple, moi j'ai des ressorts ou des plaques. Hop, j'ai cliqué trop vite. Donc, pour revenir à mon écran d'accueil, donc on a vu le premier onglet. Vous avez ensuite l'onglet des documents récents. Donc les documents récents, alors juste à savoir effectivement que l'écran d'accueil est arrivé en 2018. Donc si vous êtes en 2017, c'est normal que vous ne l'ayez pas. Et au niveau des documents récents ici, sachez qu'on peut en afficher jusqu'à une centaine. Donc c'est une option qu'on peut définir. Par exemple, si vous en souhaitez que 20, vous spécifiez que vous en voulez 20. Et du coup, vous en aurez que 20. Et à partir de là, vous pouvez les épingler ou ne pas les épingler, permettant en fait d'avoir à portée de main directement les fichiers couramment ouverts dans SolidWorks. Vous avez un filtre rapide qui va permettre de trier rapidement ce que vous souhaitez ouvrir, par exemple ici les mises en plan ou l'assemblage de premier niveau. Et aussi, petite chose, si vous survolez du coup un icône, vous allez avoir une flèche en bas à droite qui va vous permettre de rapidement ouvrir dans un mode précis, mode résolu, gestion d'écran de conception, par exemple, et choisir aussi donc la configuration que vous souhaitez ouvrir ainsi que l'état d'affichage. C'est possible directement ici. Alors, toujours dans l'écran d'accueil, vous allez avoir l'onglet Apprendre qui permet d'avoir un accès à des tutos, des formations en ligne, ainsi que des informations si vous voulez passer aussi des certifications SolidWorks. Et pour terminer aussi une chose qui est intéressante, vous avez un onglet Alerte. L'onglet Alerte se divise en deux, dépannage et alerte technique, qui vous permet par exemple d'avoir les informations de la sortie des service packs de SolidWorks. Par exemple, ici, on peut voir que le Service Pack 2 de 2020 est disponible depuis le 9 mars. D'ailleurs, il faut peut-être que je m'active pour venir le télécharger, puisqu'effectivement, je l'ai toujours pas positionné, toujours pas installé. Donc ici, vous allez avoir l'ensemble de ces informations. Voilà un petit peu ce que je voulais parler de l'écran d'accueil. Et ce que je voulais vous dire aussi, donc maintenant qu'on a tout personnalisé, comment faire pour enregistrer nos paramètres? Quand vous allez aller à droite de vos options, sous cette petite flèche, vous allez avoir la partie enregistrer, restaurer les paramètres. Donc là, vous allez pouvoir enregistrer ou restaurer, du coup, c'est le même endroit, les paramètres que vous avez personnalisés dans SolidWorks. Donc quand vous faites suivant, vous allez pouvoir spécifier en cochant ici les paramètres que vous souhaitez enregistrer directement.
Et après, vous allez pouvoir du coup valider et déterminer un chemin dans lequel vous souhaitez enregistrer et créer le fichier. Voilà. Alors, voici un petit peu pour terminer la partie personnalisation et interface. Je vais revenir à mon écran d'accueil et on va passer du coup à la partie esquisse de SolidWorks. Je vais vous parler des astuces qui pourraient vous intéresser sur les esquisses en fait qu'on peut créer dans SolidWorks. Alors, on va voir ensemble, on va parler de tout ce qui est relation d'esquisse. C'est les contraintes d'esquisse en fait qu'on peut avoir dans le menu contextuel. Et qu'on peut avoir aussi quand de par des sélections différentes, donc soit les points d'extrémité quand on sélectionne ici un point, ou quand on sélectionne en fait une ligne. Et qu'on peut avoir aussi, dès l'instant qu'on va créer différentes lignes, on va pouvoir avoir le menu conceptuel qui va nous spécifier les relations supplémentaires qu'on peut avoir directement dans la continuité du tracé. Je vais vous parler aussi de la commande ajuster, qui est vraiment pratique. Je pense qu'on n'utilise pas assez en fait cette commande. Et puis, ça, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui est vraiment pratique, c'est le contour d'esquisse ombré, qui est arrivé en 2017 ou 2018, je crois, qui permet effectivement plus facilement de déplacer ou d'extruder, en fait, apporter de la matière à des esquisses avec un contour fermé. Alors, donc ici, je reviens sur mon plan. Donc, je suis bien face au plan. Je vais éditer, en fait, cette première esquisse et on va regarder ensemble, en fait, justement ces nouveautés. Enfin, ces nouveautés. Ces astuces et nouveautés, parce qu'il y a des parties assez récentes aussi dedans. Alors, au niveau des relations et des contraintes d'esquisse, c'est vrai qu'on peut créer des relations au fur et à mesure qu'on dessine, mais on peut aussi créer des relations rapidement et facilement une fois que c'est dessiné. Par exemple, ici, on peut voir en fait que j'ai des lignes noires et des lignes bleues. Les lignes noires signifient que c'est totalement contraint, fixé. Les bleus, il n'y a pas toutes les contraintes, donc toutes les relations, et c'est encore libre. Je peux donc encore bouger en fait cette partie-là. Lorsque je sélectionne un point ici, d'extrémité de ligne, directement, il peut me proposer des relations d'esquisse en fait, en fonction de ma sélection. Donc mon point relie deux lignes, j'ai une ligne verticale et une ligne horizontale, et je peux, en fonction de cette sélection, lui dire qu'est-ce que je souhaite en fait entre ces deux lignes. Par exemple, les rendre égales. Donc si je valide, il va du coup me rendre égales les deux longueurs de ligne. Donc là, c'est possible de pouvoir effectivement ajouter des relations par la suite par simple sélection d'extrémité. Je fais un CTRL Z, je remets en arrière. Alors, du même principe, quand vous allez dessiner, hein, je vais faire un exemple, je fais un trait. Si je fais un deuxième trait et que je reviens ici, il va aussi me proposer des relations supplémentaires en fonction de ma sélection, c'est-à-dire que je viens d'appuyer un point avec une ligne déjà existante. Par rapport à cette ligne, qu'est-ce que je peux faire? Je peux les mettre parallèles, perpendiculaires par exemple, collinéaires, ou faire ma ligne en fait verticale. Donc, là aussi, encore une fois, vous pouvez créer des relations très facilement. Alors, autre point aussi, donc je vais vous parler de la commande ajuster et ombrer. Alors, pour l'ombrage, donc là on peut voir effectivement j'ai un contour fermé qui est ombré. Alors, si par exemple, là je vais faire un cercle, il entrecroise une partie, si je fais un autre cercle dans ce cercle, il va superposer les deux et on peut voir que dès l'instant que j'ai des esquisses superposées avec des contours fermés, on a une différence d'ombrage qui se positionne pour vraiment avoir une meilleure compréhension. En plus de ça, c'est que si je clique dans l'espace graphique, au niveau de l'ombrage, pas forcément sur l'esquisse, je peux déplacer facilement mon contour. Pareil ici. Donc ça, c'est le côté pratique. Autre côté pratique, si vous voulez faire en fait une extrusion. Alors aujourd'hui, si je sélectionne tout simplement juste l'esquisse ici, et je lui dis que je veux faire une extrusion, je vais juste le faire différemment. Je vais le faire plutôt dans cette esquisse-là. Voilà. Donc là, si par exemple je veux faire une extrusion ici, donc je fais la touche S, extrusion, je prends le cercle et il me fait en fait une extrusion sur tout le cercle.
La petite astuce avec les contours ombrés, si j'appuie sur la touche Alt et que j'oriente mon curseur sur la zone que je souhaite, il va faire un tri entre les contours et prendre le contour fermé, soit intérieur, soit extérieur de mon esquisse. Et donc là, directement, je vais pouvoir faire un ajout de matière, une extrusion directement de par cette sélection. C'est aussi beaucoup plus pratique. Alors, je voulais vous parler de la commande ajuster. Au niveau de la commande ajuster, là, vous pouvez voir que j'ai un cercle qui passe à travers mon mur. Donc, on a des superpositions d'esquisses. En fonction de comment on souhaite travailler, on va pouvoir utiliser la commande ajuster, qui va me permettre de couper des esquisses. Alors, la première commande, ajustement intelligent, permet tout simplement de venir couper les esquisses qu'on va traverser en fait avec le curseur. Donc là, je reste cliqué sur le bouton gauche. Hop, je coupe la première. Hop, je coupe la deuxième. Et là, vous avez vu, je reste toujours cliqué. Vous avez un petit point rouge qui reste affiché. Si je reviens dessus, hop, je réaffiche en fait ma ligne et je reviens en fait à l'étape précédente. Petite astuce là-dessus. Et après, vous avez aussi d'autres possibilités avec cette commande, par exemple les coins. Alors les coins, si je prends l'exemple, je vais le faire différemment. Par exemple ici, je vais enlever cette relation. Je mets, alors je vais plutôt faire comme ça. Je vais supprimer, je vais faire hop, une ligne qui ne touche pas cette seconde ligne. Et là, je vais du coup lancer la commande ajuster. Je peux créer des coins. C'est-à-dire que là, je sélectionne la première entité, la deuxième, et lui, automatiquement, il va me prolonger en fait mes entités d'esquisse, mes deux lignes, pour les ajuster et avoir en fait un coin directement. Donc, ça aussi, c'est possible avec cette commande ajuster, qu'on n'en profite pas assez du coup. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajuster à l'intérieur d'une zone ou à l'extérieur d'une zone. Alors, comment ça se passe? Quand je sélectionne ajuster à l'intérieur d'une zone, par exemple, je souhaite ajuster les esquisses à l'intérieur de ce cercle. Donc, je sélectionne d'abord ce cercle et ensuite, je lui dis, bah tiens, je veux ajuster cette première ligne et cette deuxième ligne, ce qui veut dire qu'il va me couper ces deux lignes à l'intérieur en fait de mon cercle. C'est vraiment ajuster à l'intérieur. En revanche, si je fais la même chose, mais je choisis en fait ajuster à l'extérieur, on va faire le même principe. Je sélectionne le cercle et je veux ajuster à l'extérieur de ce cercle. Donc même principe, je sélectionne mes deux lignes et là il va faire l'inverse, hein. Il va couper et ajuster à l'extérieur du cercle. Donc ça aussi, ce sont des petites astuces. La dernière astuce que je voulais vous montrer sur cette commande, c'est cette option qui permet en fait de garder les entités en géométrie de construction. C'est-à-dire je vais couper des entités et il va me les garder en géométrie de construction. Hop, donc là je survole par exemple cette ligne, il me la garde et me la transforme en géométrie de construction, ce qui me permet en fait de garder les relations avec les autres lignes. Donc ça, c'est vraiment pratique si on a besoin en fait d'avoir une stabilité sur les esquisses en fonction des différentes relations qui ont été créées. Alors, voilà un petit peu déjà ce que je voulais montrer sur cette première partie. Je vais vous parler aussi, toujours dans le monde esquisse, des cotes. Donc on va parler de rayons et diamètres, comment rapidement on peut avoir une cote de rayon ou de diamètre, ou même symétrique. Comment positionner en fait une cote sur un angle à 3 points. Et comment en fait coter aussi une longueur d'arc. Hop, on va voir tout ça ensemble. Alors, donc, si vous souhaitez en fait faire des cotes de rayon ou de diamètre. Donc là, par exemple, je vais activer du coup mon outil de cotation. Je souhaite coter par exemple, alors on va prendre plutôt une esquisse. Alors je vais vous créer un modèle, prendre une ligne, je prends cette ligne et je vais faire une ligne de construction parallèle à cette première ligne ici. Je souhaite coter en fait cette partie. Alors soit je le fais en rayon, donc je sélectionne les deux entités, mais si je le veux en diamètre, je fais tout simplement que je glisse vers la droite et je vais pouvoir du coup sélectionner la cotation que je souhaite positionner en rayon ou en diamètre par rapport à ma sélection. Même principe pour les angles. Ici par exemple, j'ai un angle, sauf qu'aujourd'hui si je bascule de l'autre côté, il va me positionner en fait une cote de l'angle complet.
Par contre, si vous appuyez sur Shift, vous allez pouvoir basculer à avoir en fait une cotation symétrique. Donc ça aussi, c'est une astuce du coup pour pouvoir positionner les cotes rapidement, soit par rapport à un angle précis ou si vous le souhaitez en fait en symétrique. Et pour tout ce qui est angle à 3 points, donc admettons vous devez avoir que des points que vous souhaitez coter. Donc là, je crée 3 points. Je souhaite créer une cote par rapport à ce sommet. Donc je sélectionne dans un premier temps ce sommet, puis les 2 autres points. Et là, je vais pouvoir positionner ma cote. Rapide, simple, efficace. Et longueur d'arc. Donc, alors ici, je vais enlever tout mon bazar. Je vais venir dans cette esquisse. Donc, petite astuce aussi pour éditer l'esquisse, double-clic dessus. Là, je me retrouve avec 2 arcs. Je souhaite déjà coter en fait cette longueur d'arc. Donc, je peux sélectionner ce premier point, ce deuxième point. Et là, l'astuce, c'est de pouvoir sélectionner aussi l'arc. Et là, directement, je vais pouvoir avoir ma cote de longueur d'arc que je positionne ici. Autre astuce, c'est que vous pouvez du coup avoir des longueurs d'arc identiques. Par exemple, je souhaite que cet arc ici ait la même corde que celle-ci. Donc je sélectionne celle-ci, puis la deuxième, et là automatiquement il me propose de créer des longueurs de courbe égales, et donc va ajuster celle-ci. Peu importe sa forme, il fera une longueur de corde identique à celle-ci. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc on a vu ces cotes. Je voulais vous parler aussi, ah oui, de l'outil segment, parce que ça c'est vrai que ça existe depuis plusieurs années aussi, 2017 ou 2018, c'est plutôt pratique, ou même, ouais, peut-être 2017. De l'outil détaché aussi, qui peut être pratique. Et puis, bah, ce que vous avez pu voir, et Romain aussi l'avait montré, c'est tout ce qui est changer la couleur d'esquisse. Alors, l'outil segment. Donc par exemple, ah, tac. Si je reviens en fait ici sur mes 2 cercles. Je souhaite en fait segmenter un cercle. Alors ça aurait pu être un arc ou une ligne. Vous allez pouvoir utiliser en fait l'outil segment. C'est-à-dire je sélectionne ici par exemple mon cercle. Je viens chercher l'outil segment, ici ou dans ma barre d'outils d'esquisse. Et à partir de là, en fait, l'outil segment va permettre de vous segmenter à part égale votre cercle, votre art de cercle ou votre ligne en fonction du nombre d'occurrences que vous souhaitez. Par exemple, si je veux 6 points, je tape 6 et je vais mettre 6 points. Si je valide, donc j'ai mes 6 points qui se positionnent du coup sur mon esquisse. L'avantage ici, c'est que si je viens supprimer en fait un point, donc là par exemple, hop, je sélectionne ce point, je supprime. Donc il faut que j'édite du coup l'outil segment. Alors, éditer les points de segment. Je supprime ce point. Il va pouvoir resegmenter en fait avec les 5 points qui restent à part égale. Donc il l'automatise en fait suite à cette modification pour mettre à niveau du coup les parts égales de chaque segment. Donc la distance entre eux, c'est chaque point. Donc ça aussi, ça c'est l'avantage. Alors l'outil segment, ça peut être super pratique, par exemple, si par-dessus, sur ces points, vous les prenez comme référence pour faire des perçages. Donc admettons que vous avez 6 perçages, vous dites bah tiens, je vais plutôt en mettre 5, je vais supprimer un point et ça va se mettre à jour automatiquement. Voici pour l'outil segment. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est l'outil détaché. Alors ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. L'outil détaché, en fait, va vous permettre de détacher en fait des segments, peu importe les relations qu'il peut avoir avec d'autres lignes. Par exemple, je souhaite enlever et détacher cette ligne des autres. Donc, je vais faire un clic droit dessus. Je vais avoir l'outil détacher le segment en faisant glisser, donc je l'active. Et là, je sélectionne et je peux du coup détacher directement mon segment. Donc ça ne perturbe pas en fait les autres lignes ou arcs. Je peux détacher n'importe quel type de segment et tant que mon outil est actif, je vais pouvoir le faire plusieurs fois continuellement. Et ce que je voulais vous parler, vous avez dû peut-être le remarquer, Romain l'avait montré aussi pour un point d'origine, c'est qu'ici je me situe avec 2 esquisses,
une qui représente en fait le plan extérieur et une qui représente en fait tout ce qui est ameublement. Donc vous pouvez effectivement avoir la possibilité de mettre des couleurs sur chaque esquisse. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné en fait l'esquisse ou que j'ai choisi pour faire l'ameublement et que je l'ai positionné une couleur. Donc je fais un clic droit dessus sur l'esquisse directement et je peux choisir toute couleur de l'esquisse et vous sélectionnez en fait la couleur que vous souhaitez approprier à votre esquisse. Alors ça peut être une astuce pour mieux se situer et mieux comprendre un petit peu si vous avez beaucoup d'esquisses, de traits dans votre géométrie. Et en plus de ça, vous pouvez aussi les récupérer dans votre mise en plan. Alors, donc là, on a vu toute la partie esquisse. Je voulais vous montrer aussi 2-3 choses sur tout ce qui est pièces et fonctions. Alors, au niveau des pièces et fonctions, je voulais vous parler en fait d'une nouveauté 2020. Donc c'est plutôt une amélioration, je dirais, mais qui est quand même pratique puisque ça concerne les perçages et je sais que les perçages, on est quand même beaucoup à l'utiliser. Aujourd'hui, en fait, quand on crée des perçages dans une pièce, avec la fonction assistant pour le perçage, au niveau de la longueur, la profondeur du perçage, on spécifie une longueur et cette longueur, en fait, elle est jusqu'à l'épaulement. On ne pouvait pas, en fait, spécifier une longueur jusqu'au bout du forêt. Ah bah, désormais, vous allez avoir une option qui va vous permettre de choisir l'un ou l'autre quand vous allez spécifier la longueur. C'est-à-dire que, par exemple, je vais lui dire que je veux une longueur de 30, mais une 30 mm jusqu'où? Bah, soit jusqu'à l'épaulement, soit jusqu'au bout du forêt. Donc, je vais pouvoir le faire rapidement et simplement en sélectionnant l'un des deux. Donc ça, c'est dans l'assistant pour le perçage. Je voulais vous parler aussi de la commande intersection. Donc ça peut être utilisé dans différents cas. C'est super pratique dès l'instant qu'on veut déterminer un volume, par exemple, ou qu'on veut soustraire aussi certains corps. Alors, je vais vous montrer comment ça se situe. Donc là, bon, je vous ai pris un exemple. C'est un saladier, je suis d'accord. J'aurais peut-être pu prendre mieux, mais tant pis, hein. Donc, touche R. Ah oui, aussi, j'en profite pour vous dire ça. Quand j'appuie sur la touche R, j'affiche directement la fenêtre avec les documents récents. Pratique, simple, efficace. J'utilise tous les jours. Alors, je vais prendre mon bol. Ici, j'ai mon bol. Bol, saladier, peu importe. Donc je vais déjà faire, enfin pour faire la commande intersection, je vais vous montrer aussi comment on peut partir d'un plan. Donc, par exemple ici, je prends le plan du dessus, je souhaite en créer un qui est parallèle à celui-ci. Une petite astuce, c'est que je peux cliquer sur la touche CTRL et là je viens faire un glisser en sélectionnant mon plan vers là où je veux le positionner et là en fait je viens créer un plan parallèle à celui que j'ai sélectionné et là du coup je peux rentrer la dimension que je souhaite où je veux créer le plan. Le plan que je viens de créer, je le crée à une certaine distance du bord, par exemple, pour lui dire, tiens, je veux savoir le volume d'eau que je peux mettre à l'intérieur de ce bol, sans que ça soit vraiment un ras-bord. Donc, je mets le plan qui va représenter le bord de l'eau, c'est-à-dire là jusqu'où je peux mettre en fait remplir de liquide mon bol, et je vais aller chercher du coup la commande intersection. La commande intersection va me permettre de sélectionner dans un premier temps le plan, puisqu'il va définir un volume jusqu'à ce plan, par rapport à ce corps, cette pièce. Et ce que je voulais vous montrer, donc, c'est de cette option créer des régions internes. Donc si je crée une région interne, qu'est-ce qui va me créer? Tout simplement un corps qui sera à l'intérieur de ce volume que j'ai spécifié et de ce plan. Donc si je valide, et que là j'appuie sur la touche Tab pour cacher en fait mon bol, je vais avoir en fait le volume à l'intérieur de mon saladier. Et là l'avantage, c'est que je vais pouvoir avoir le volume complet que je retrouve ici. Je suis en millimètres cubes, mais ça fait à peu près voilà un peu plus de 5000 centimètres cubes. Le volume en fait interne de mon bol. C'est une petite astuce simple et rapide du coup que je peux faire. Et donc si je fais Shift Tab, je reviens du coup afficher aussi du coup mon bol. Alors là, ce que je vais faire, je vais aussi lui appliquer une petite apparence, pour lui dire que c'est de l'eau organique. Je vais aller chercher mon apparence, je fais un glisser-déposer et je le positionne que sur ce corps. Voilà. Là, on va l'enregistrer.
Alors, donc ça, et ce que je vais vous montrer aussi, qui peut être intéressant, c'est la conversion des fonctions en corps et surface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une pièce, que ce soit pour des besoins internes ou externes, et que vous ne voulez pas communiquer de comment elle a été construite, c'est-à-dire avoir les fonctions complètes dedans, ou que vous souhaitez alléger cette pièce, eh ben, on peut la convertir en corps. C'est-à-dire, donc là, si je reviens en fait sur mon bol, on a différentes fonctions à gauche. Je me dis, bah tiens, admettons, j'en ai 20 fonctions. Je souhaite communiquer ma pièce à une personne, mais je ne veux pas en fait qu'elle puisse voir en fait toutes les fonctions que j'ai utilisées dans SolidWorks. Ou je veux tout simplement alléger mon fichier. Bah, je vais faire un clic droit sur mon fichier et à partir de là, je vais pouvoir avoir la commande convertir en corps. Donc quand je convertis en corps, donc là vous avez la possibilité d'enregistrer sous, comme copie et continuer. Choisissez ce que vous souhaitez. Et la possibilité de préserver la géométrie de référence et les esquisses. Donc là, je vais activer cette option. Je vais l'enregistrer dans un dossier et mettre OK. Et là, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, il me le convertit. Bah, effectivement, je ne retrouve plus du tout mes fonctions. Je garde juste les identités, les géométries de référence, c'est-à-dire les esquisses et les plans, mais je n'ai plus les fonctions. Donc ça va me permettre d'avoir un nouveau fichier, de envoyer ce fichier à la place de l'autre qui comporte toutes les fonctions, et en plus de ça, il est allégé. Donc vous pouvez effectivement le servir dans plusieurs cas. Alors, donc maintenant, je vais passer en fait sur tout ce qui est assemblage. Alors je voulais vous montrer des petites choses sur l'assemblage que moi j'utilise souvent, dès l'instant que je parle de SolidWorks, dès l'instant que je parle aussi d'assemblage pour faciliter un petit peu le quotidien. Alors, déjà, tout ce qui est cacher, montrer les composants, parce que ça nous arrive souvent. C'est quand même une tâche assez régulière, soit par touche de raccourci ou pour manipulation. Je vais vous montrer 2-3 petites choses. Et ce que vous avez pu voir aussi dans différentes quotidiennes aussi, c'est qu'on utilise aussi beaucoup la fenêtre d'aperçu du composant qui est vraiment pratique dès l'instant qu'on veut créer des contraintes dans des situations un peu compliquées, c'est-à-dire un contexte sur lequel on ne peut pas articuler vraiment le projet global parce qu'il y a beaucoup de pièces. Donc effectivement, la fenêtre d'aperçu du composant est très pratique. Et puis, comment manipuler aussi souvent les pièces ou les sous-assemblages dans l'assemblage de tête, parce que parfois c'est pas forcément facile. Et je voulais vous parler aussi des vues en coupe. Alors, alors pour le sujet des assemblages, j'ai pris cet assemblage que j'ai réalisé exprès pour vous aujourd'hui. C'est un peu avec le thème qu'on a en ce moment, hein. Je me suis dit, on va faire un peu varié, on va sortir un peu de la mécanique. Et donc, je vous ai fait en fait une petite partie ameublement. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est quand on cache des composants. Donc aujourd'hui, vous connaissez peut-être la touche Tab, quand vous positionnez le curseur sur une pièce ou un assemblage. Bon, là, c'est plutôt une pièce. Vous appuyez sur Tab, vous allez cacher en fait votre composant. Et quand vous faites Shift Tab sans bouger le curseur, il va venir rafficher le composant. Alors ça, c'est super pratique. Mais admettons que vous faites Tab, vous dites mince, je sais plus exactement où est mon composant, je peux pas remettre le curseur dessus. Si je fais Shift Tab dans le vide et que le composant n'est pas derrière, il va pas réafficher du coup la pièce. Donc vous avez une petite astuce qui permet de faire CTRL Shift Tab. Alors là, il faut quand même avoir des dos qui va vous permettre de vous afficher directement tous les composants cachés dans l'espace graphique. D'ailleurs, je peux voir que là, j'en ai un autre que j'avais complètement oublié, qui est une étagère. Et à partir de là, vous pouvez cliquer dessus et ça va permettre en fait de réafficher les pièces ou l'assemblage en fait que vous souhaitez réafficher directement dans l'espace graphique. Alors, soit vous passez par là, soit effectivement, vous pouvez le voir dans l'arbre de construction que là, c'est caché. Donc, vous pouvez en fait l'afficher en cliquant ici, par exemple. Et si vous avez beaucoup de pièces ou d'assemblages qui sont cachés, sachez que vous pouvez faire un clic droit aussi sur l'assemblage de tête et vous pouvez cacher tous les composants et montrer tous les composants aussi, si là vraiment vous avez un doute. Donc ça, c'est des petites astuces qui vous permettent en fait de cacher, montrer rapidement l'ensemble des composants.
Alors tout à l'heure, je vous avais montré aussi la possibilité de créer des vues. Là justement, par rapport à, à cet agencement, bah, j'ai tout simplement créé une vue en coupe avec une orientation. Comme ça, directement, je peux cliquer dessus, l'activer, et là, facilement, je vais pouvoir voir l'intérieur de ma pièce avec les différents meubles. Donc ça aussi, là, c'est pratique quand même de pouvoir utiliser en fait des créations de vues spécifiques en fonction du besoin. Alors, avant de parler de ça, je voulais vous parler en fait de la fenêtre d'aperçu du composant, que même si vous l'avez déjà vu, je vais venir insérer mon petit saladier que je vais positionner en fait ici dans la cuisine. Donc, je vais venir insérer un composant, je viens chercher mon bol, positionne ici. Alors, tac. Alors, j'ai un petit bug graphique. Voilà, je vais recommencer. Alors, je vais peut-être aller chercher directement dans ma bibliothèque. Tac. Alors, je l'avais rangé où? J'ai trop de... Voilà, il va falloir glisser déposer. Voilà. Donc ici, au lieu de effectivement manipuler mon assemblage, bah, je vais pouvoir faire un clic sur mon saladier. D'ailleurs, je vais fermer en fait toute fenêtre parce que je pense que c'est parce que je ne l'ai pas enregistré peut-être. Non, il est enregistré. Hop, je le ferme. Et ici, je vais pouvoir du coup positionner une contrainte par rapport à cette cuisine, donc par rapport au dessus, là, le plan de travail. Donc là, je vais pouvoir sélectionner ma pièce. Effectivement, j'ai un problème de sélection, je crois. Et je vais faire aperçu du composant. Donc là, vous allez avoir votre fenêtre qui s'appuie sur votre droite, qui va vous permettre de manipuler tranquillement votre pièce ou votre sous-assemblage de manière à créer des contraintes entre cette pièce et l'environnement dans lequel vous voulez le positionner. Donc ici, je vais sélectionner du coup le dessous de la pièce, puisque je veux que ce soit le socle ici, en contrainte avec... J'aurai un problème de sélection. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas trop ce qui me fait. Vous avez compris le principe. Du coup, alors, je vais supprimer celui-ci. Bon, en tout cas, voilà. Par exemple, si je le fais par rapport... Ouais, donc en fait, c'est SolidWorks qui me fait un petit problème de sélection. Donc en tout cas, vous avez compris le principe de la fenêtre d'aperçu du composant. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est aussi comment manipuler facilement les composants dans l'espace graphique. Donc vous connaissez souvent le clic gauche de la souris qui nous permet en fait de manipuler les composants. Enfin, CTRL Q. Peut-être que maintenant ça va marcher. Et là, le clic gauche en fonction de ce qu'on sélectionne en fait dans l'espace graphique permet de bouger les différents composants. Il n'y a plus rien qui bouge. Ok, super. On peut refermer. Alors, excusez-moi, du coup, je vais redémarrer, enfin relancer du coup cet assemblage. On va voir un petit peu. Peut-être que là, ça va fonctionner mieux. Alors, le but, c'est de manipuler en fait facilement dès l'instant qu'on commence à avoir des assemblages complexes, dès l'instant qu'on va avoir beaucoup de composants. Donc aujourd'hui, je pense que vous le faites peut-être instinctivement, c'est de bouger en fait les composants de par les clics de la souris. Donc effectivement, quand on sélectionne un composant, on peut glisser en fait avec le clic gauche de la souris ou mettre en rotation avec le clic droit. D'ailleurs, ça ne marche toujours pas.
Il me En tout semble cas, que ton assemblage est surcontraint. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être mis une contrainte qui n'allait pas quelque part. non, pourtant, Bah, c'est j'ai pas pas grave, sur. copie ce composant puis tu le remets. Ouais. Bon, en tout cas, je vais avancer déjà comme ça, mais en tout cas, Mmh. le principe était là. Euh, J'espère juste que si je fais shift de table. Bon, voilà. Bon, on va continuer comme ça. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est tout ce qui est vue en coupe. Du coup, donc je continue en fait la présentation, hein, pas perdre de temps parce que je vois que l'heure passe aussi. C'est tout ce qui est vue en coupe. Donc si par exemple ici je vais prendre un assemblage, on va prendre ici la machine à café, donc la machine expresso. Aujourd'hui, vous pouvez faire différentes vues en coupe. Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai enregistré une nouvelle vue, une vue spécifique en intégrant une vue en coupe. Alors sachez aussi que quand vous faites une vue en coupe, là par exemple, je viens étirer du coup mon... non, j'ai vraiment la côté... Non, j'ai vraiment un bug graphique, je pense. Plus rien qui fonctionne. C'est super. Alors attends, hop. Balance vite ton SolidWorks. Voilà. Ouais, je crois bien. Mmh. Donc, hop, je vais fermer. Je suis désolée, je vous prends encore 2 minutes. Du coup, je vais refermer SolidWorks. Et ce que je vais faire, bah, je vais avancer en fait directement sur mon slide vu que j'ai les informations directement dessus. Alors, ce que je voulais vous spécifier, c'est qu'au niveau des vues en coupe, vous pouvez définir une couleur au niveau de la section. Vous pouvez définir si vous souhaitez en fait ne pas couper certains composants, histoire de les garder vraiment pleinement affichés, ou même les spécifier par transparence. Donc ça vous permet en fait d'agencer différentes vues en coupe avec des informations précises de votre produit. Donc ça, c'est possible. Alors, au niveau de l'assemblage, je voulais vous parler aussi de tout ce qui est contraintes magnétiques. Donc là, rapidement, du coup, je vais relancer donc SolidWorks. Je vais revenir ici. On va faire échappe. Tac, tac. Donc le temps qui se lance. Donc les contraintes magnétiques, je ne sais pas si ça vous parle, ça permet en fait facilement de venir assembler certains points, les points roses qu'on a ici, des composants ou des assemblages rapidement. Un petit peu sur le principe des Lego du coup, et on va voir comment ça se configure, puisque c'est vraiment pratique en fait dès l'instant qu'on utilise des pièces ou des assemblages au quotidien. Donc là par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un assemblage et je vais vous montrer en fait comment fonctionnent en fait les contraintes magnétiques. Fichier nouveau. Je vais venir chercher un îlot de cuisine qui comporte en fait déjà des contraintes magnétiques. Hop, je fais un glisser-déposer ici. Ici, il me propose différentes configurations. Donc en fait, j'ai créé différentes configurations, différentes tailles de ma pièce, donc de mon îlot de cuisine. Donc je prends la grande taille. Et là, en fait, donc ma pièce se situe au centre de mon assemblage. Et si je viens en fait regarder dans ma pièce, j'ai ici ce qu'on appelle les contraintes magnétiques. Donc j'en ai 3. Ce sont les petits points roses. Hein. Je n'ai pas fait exprès, c'est le rose est par défaut. Et donc ça veut dire que si j'intègre d'autres éléments qui comportent des contraintes magnétiques, ça va venir en fait sémenter directement. Donc si je relâche, ça va faire un petit peu comme des Lego et je vais pouvoir assembler comme je veux en fait les différentes contraintes. Donc ça va être pratique en fait en fonction du contexte qu'on veut pour venir aménager rapidement différents produits, que ce soit des pièces ou des sous-assemblages. Donc là ici c'est des pièces. Si je m'oriente en fait directement vers un point, je peux, ici vous pouvez voir vers le bas avec les crochets, jongler entre chaque point et définir celui qui m'intéresse réellement. Et puis relâcher. Et là l'avantage c'est que vous avez vu j'avais différentes configurations, ce qui va me permettre rapidement de choisir d'autres configurations en fonction du contexte et agencer vraiment mon assemblage facilement avec quelque chose que je peux utiliser du coup quotidiennement. Donc là vous avez vu voilà, comment se configurent les contraintes magnétiques. Alors c'est tout bête, hein. La contrainte magnétique lorsque vous allez la créer, donc là je viens ouvrir en fait ma pièce
Ici, cette contrainte magnétique, si je viens du coup éditer, bah, c'est soit des points, soit vous sélectionnez la ligne, il prend en fait le milieu de la ligne, et vous sélectionnez une direction, donc une face, pour définir en fait ce point magnétique. Donc c'est très rapide à réaliser, et une fois que c'est fait, très rapidement, vous allez pouvoir assembler entre elles ces contraintes pour créer en fait votre assemblage de tête. Alors, donc voilà ce que je vais vous montrer. Alors sachez que vous pouvez verrouiller aussi les contraintes, histoire de ne pas bouger en fait individuellement chaque partie. Ça va vous permettre de bouger en fait l'ensemble des contraintes qui sont verrouillées, des objets qui sont verrouillés plutôt. Et puis si vous avez différents étages, admettons que vous avez un immeuble avec différents étages, que vous avez créé des contraintes, vous pouvez spécifier l'activation des contraintes par étage, histoire de travailler individuellement par étage vos contraintes lors de l'insertion de nouveaux composants. Alors, donc, après, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le pilote de contrainte. Donc, le pilote de contrainte, je l'utilise beaucoup pour présenter un petit peu différentes positions qu'on peut créer avec des assemblages en mouvement. Alors, je vous prends encore 5 minutes pour vous présenter, parce que je vois qu'il est midi. Juste pour vous montrer ça rapidement. Donc ici, je vais aller chercher en fait ma fenêtre qu'on avait vue tout à l'heure. Donc touche R, raccourci. Je viens chercher ma fenêtre. Donc très souvent, en fait, quand vous réalisez des assemblages avec des mouvements, par exemple ici j'ai des pivots, alors souvent, voilà, effectivement, si on ne met pas de contrainte d'angle, on a des pivots qui partent en cacahuète, si je peux dire, de nos articulations en fait dans notre assemblage. Alors, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on définit en fait des contraintes d'angle limite. Donc là, je sélectionne, je crée mes contraintes limites. Donc je dis que le maximum d'ouverture, ça va être tant de degrés. Le minimum d'ouverture, ça va être tant de degrés, donc on va mettre 0. Je valide. Je vais faire pareil de l'autre côté, angle limite. Donc ici, même principe, je lui mets l'angle maxi et l'angle mini. Et à partir de là, du coup, je peux avoir donc 2 angles limites. Ça veut dire que là, je suis en butée et là, je suis en butée. Et le pilote de contrainte va me permettre en fait de créer des mouvements grâce à plusieurs positions que je vais créer et de pouvoir dans la suite avoir une animation ou récupérer des clés d'animation pour plusieurs contextes. Donc le pilote de contrainte est arrivé en 2016. Je vais pouvoir utiliser toutes les contraintes possibles, c'est-à-dire angle, angle limite, distance, distance limite ou trajectoire, même rainure, qui va répertorier ici et qui va me permettre en fait de créer différentes positions. Donc là, par exemple, je vais créer une position porte semi-ouverte, par exemple. Je mets OK. Et là, j'ai des curseurs sur ma gauche qui vont me permettre de positionner en fait le curseur là où je veux pour représenter l'ouverture de mes fenêtres. Alors là, j'ai pris un exemple simple, mais ça pourrait être plus compliqué. Alors là, je mets à jour ma position et je vais pouvoir en créer une autre. On va mettre position ouverte. Et donc là, je vais pousser mes curseurs au bout de l'angle possible que j'avais défini de 135 degrés et je mets à jour en fait ma position. Et là, l'avantage, c'est qu'il va m'enregistrer toutes les positions. À n'importe quel moment, je peux revenir en arrière sur l'ensemble des positions créées. Je peux créer une configuration de ma position. Si je clique ici, il va m'enregistrer une configuration que je vais retrouver en fait dans Configuration Manager. Et une fois terminé, je peux définir un temps, lancer l'animation de calcul, et là, en fait, il va venir calculer l'ouverture de mes fenêtres pour avoir une animation. Une animation que je vais pouvoir exporter en vidéo à tout moment sur n'importe quel type de format existant, bien sûr, MP4 principalement, pour l'envoyer à qui que ce soit. Ou je peux même exporter en fait des clés d'animation. C'est-à-dire que, par exemple, si je reviens, j'étais ici, je peux l'utiliser en fait dans différents sujets. Si vous avez en fait, vous travaillez plus dans la mécanique, par exemple le robot, vous allez pouvoir en créer différentes contraintes que vous allez récupérer en fait avec le pilote de contraintes pour créer une animation, vraiment pour préciser l'ordre de fonctionnement de votre robot.
Vous allez pouvoir récupérer des clés d'animation pour les récupérer dans Motion ou les récupérer dans Visualize Professionnel, qui est un outil de photoréaliste de SolidWorks. Et là, comme outil de rendu photoréaliste de SolidWorks, vous allez pouvoir du coup récupérer toutes ces clés. Donc il faut juste créer l'environnement au niveau des apparences, la texture et autres pour agrémenter comme vous souhaitez votre vidéo future qui représente le mouvement et votre robot en temps réel. Donc voilà un petit peu pour la partie assemblage. Alors je voulais vous montrer encore 2-3 petites choses. Alors je ne sais pas si vous avez le temps et si je continue un petit peu, on aurait encore pour 2 minutes. Je voulais vous parler du cube de visualisation. Comment aussi transformer un composant d'enveloppe pour représenter l'environnement. Alors comment ça se configure? Si je prends un sujet, on va regarder la fenêtre. Le cube de visualisation ici, quand vous l'activez, alors moi je l'ai positionné ici, mais vous pouvez le retrouver aussi ailleurs, va permettre d'avoir l'environnement complet. Donc là, si je viens l'afficher, le volume en fait de votre pièce ou de votre assemblage, l'encombrement en fait de votre produit. Quand vous survolez en fait au niveau de l'arbre de construction, donc ici vous retrouvez le cube de visualisation, vous allez avoir toutes les informations qui sont spécifiées. La longueur, la largeur, l'épaisseur et le volume. Donc ça, c'est une astuce qui va vous permettre de savoir l'encombrement total de votre pièce. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi le faire pour les pièces, les sous-assemblages et l'assemblage de tête, c'est-à-dire que vous pouvez afficher les trois dans un même fichier. Ça se traduit par le biais de différentes couleurs. Sachez aussi que vous pouvez transformer un composant en enveloppe sans que ça puisse influencer du coup votre nomenclature. Donc Romain l'avait un peu montré, mais du coup, alors on peut le faire aussi différemment. C'est par exemple ici, je sais que j'ai une taille à respecter. Alors, par exemple, je vais cacher en fait ceci. Je vais plutôt prendre un assemblage. Si je prends un assemblage, alors le vélo par exemple. Donc là, j'ai un vélo. Alors c'est vraiment un exemple. Je me dis que je sais, j'ai un environnement extérieur à respecter, à ne pas dépasser en fait lors de ma construction de mon fichier. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà créer une nouvelle pièce dans le contexte de l'assemblage. Donc c'est ne pas créer un nouveau fichier. Ça reste interne à votre assemblage. Et une fois que vous avez votre nouveau fichier, donc je vais juste étirer ici, vous avez cette nouvelle pièce. Cette nouvelle pièce, je vais l'éditer. Je vais créer du coup une esquisse qui va représenter en fait l'encombrement extérieur, par exemple. Donc j'extrude, tout simplement, je crée une nouvelle pièce. Et je sais que cette partie-là va représenter en fait l'encombrement que je ne dois pas dépasser. Ça va me permettre en fait de suivre un volume à ne pas dépasser sans influencer ma nomenclature. Et là, le but, c'est de le transformer en enveloppe, justement. Donc je vais aller dans les propriétés de ma pièce et là, je vais la transformer en enveloppe. Donc directement, on va le voir visuellement que c'est une enveloppe et ça ne va pas influencer la nomenclature. C'est-à-dire que là, si je crée une nomenclature de ce fichier, je ne retrouverai pas en fait la dernière pièce que j'ai intégrée puisque c'est une enveloppe. Donc ça me permet en fait facilement de, comme premier fichier ou comme dernier fichier, de respecter en fait certains critères et de créer des fichiers supplémentaires juste visuels. Autre point aussi que je voulais juste mentionner, c'est qu'au niveau des assemblages éclatés, vous avez une nouveauté 2020 qui vous permet en fait de choisir entre 3 possibilités de sélection quand vous allez éclater des composants en simultané. Vous sélectionnez par exemple une vis, une rondelle, un écrou, les 3 en même temps. Vous éclatez en fait vos 3 pièces. Vous allez avoir la possibilité de sélectionner soit je veux éclater en prenant en compte le centre du cube de visualisation, soit je veux faire l'éclatement en prenant en compte l'arrière du cube de visualisation, ou soit effectivement, la dernière option, c'est en prenant en compte l'avant du cube de visualisation. Donc ça va vous agencer différemment l'éclater en automatique en fonction de votre sélection. Ça, c'est une nouveauté 2020. Alors, pour terminer du coup cette présentation,
2 petits points sur les mises en plan. Sachez que depuis cette année, non, l'année dernière, 2019, on peut spécifier en fait des épaisseurs de bordure spécifiques, soit par cellule, par plage de cellules, ou même le tableau entier. Donc, point de vue esthétique, c'est une petite astuce qui va vous permettre de le faire en fonction des cartouches ou en fonction des tableaux que vous allez insérer en fait dans votre mise en plan. Et ce que vous pouvez faire aussi, petite astuce, c'est que vous pouvez aligner en fait, par exemple dans cartouche, des notes. Il vous suffit tout simplement en fait de faire un clic droit sur la note, d'aligner en fait sur le centre du rectangle, donc ça c'est le nom de la fonction. Et après vous allez sélectionner 4 arêtes qui entourent votre note, donc les arêtes ici les lignes horizontales et les lignes verticales, et automatiquement il va vous centrer la note. Alors c'est modifiable, c'est-à-dire qu'après vous pouvez aussi quand même, si vous souhaitez, repositionner la note autrement. Autre chose aussi, donc ça c'est une nouveauté par contre 2020, on peut désormais inscrire un symbole de perçage dans les vues en coupe ou pour les rainures transversales. Donc effectivement, jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Désormais, vous allez pouvoir activer le symbole de perçage, donc vous activez l'outil. Vous sélectionnez soit ici l'arête dans la coupe de votre perçage ou de votre rainure, ou soit vous cliquez sur Shift, sur Maj, et vous sélectionnez en fait le haut de votre perçage, et automatiquement vous allez pouvoir du coup avoir vos symboles de perçage dans les vues en coupe, dans les vues de détail aussi, dans les vues locales et tout ce qui est rainure transversale. Et pour terminer, petite astuce aussi, c'est que lorsque vous êtes dans une mise en plan, donc je vais venir ouvrir rapidement une mise en plan et après c'est terminé. Donc ici, mise en plan. Je vais prendre celle-ci. Alors, donc ici en haut à droite, j'ai une vue 3D. Vous souhaitez l'orienter dans une autre direction. La petite astuce, c'est que quand vous sélectionnez en fait vue de mise en plan 3D qui est ici dans la barre d'affichage, vous allez pouvoir cliquer directement dans cette fenêtre et l'ajuster dans une autre position. Tout simplement. Ça aussi, c'est une possibilité du coup au niveau des mises en plan. Petite astuce. Donc voilà un petit peu pour terminer la présentation en fait que je souhaitais vous présenter sur les trucs et astuces de SolidWorks. Donc on a un petit peu vu l'ensemble des points qui pourraient vous aider au quotidien, que ce soit interface, esquisse, assemblage ou mise en plan. Et donc voilà un petit peu ce qui termine effectivement cette présentation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci Pauline. Oui, bah, moi c'était parfait. Écoute, donc on a des questions, malheureusement le temps passe et Oui, je suis on a une désolée. autre conférence juste dans la foulée, donc on doit terminer là maintenant cette quotidienne. Je te remercie pour tout le travail que tu as effectué, pour le temps que tu as passé avec nous. Je suis désolé pour les questions. Je vais devoir couper. Je vous souhaite une bonne journée et merci encore pour votre participation à cette quotidienne. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.